Comprendre la nature du fluide électrique, entre atomes ou dans l'électrisation, n'a pas été toujours une chose facile. Dans cette vidéo, nous allons présenter les expériences fondamentales qui ont conduit à démontrer l'existence de l'électron, c'est-à-dire les premiers pas expérimentaux pour comprendre la structure interne de la matière. Alors, dans l'Antiquité, la démarche scientifique n'était pas basée sur des preuves expérimentales. La démarche était avant tout philosophique. La théorie la plus acceptée à l'époque est celle d'Aristote. Alors Aristote s'appuyait sur le concept des 4 éléments de base trouvés par Thalès. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Les interactions entre les éléments étaient responsables des sensations, les oppositions entre chaud et froid, sec ou humide. Il affirmait que les atomes ne pouvaient pas exister puisqu'ils sont invisibles à ses yeux. Alors Démocrite, lui, pense que la matière est formée de grains invisibles. Pour lui, les atomes seraient tous différents et doivent s'accrocher. Vous voyez ici des atomes crochus. Mais Démocrite n'a aucune preuve expérimentale. Alors vers 1800, sans preuve expérimentale lui non plus, Dalton suppose l'existence des atomes indivisibles et il déclare qu'il en existe de plusieurs types qui se diffèrent par leur masse et leurs propriétés. Son idée est que les atomes peuvent se combiner pour former une nouvelle substance. Il propose la première liste de symboles représentant les différents atomes. Dans le même temps, et je vous en ai déjà parlé, on invente les machines à frottement, inventées vers 1660. Il était possible d'électriser un métal en le frottant sur une roue. C'est un Hollandais à Leiden qui a voulu essayer d'emprisonner cette électricité dans une bouteille. Alors voici la bouteille, 2 feuilles métalliques ici qui servent d'électrodes. Elles étaient séparées par du verre qui joue le rôle d'isolant ou on en a déjà parlé de diélectrique. Vous voyez ici le premier condensateur, on y reviendra. On électrise la tige métallique centrale à l'aide de la machine de frottement. Alors la curiosité de l'époque était d'observer l'étincelle lorsque l'on reliait ensuite les 2 électrodes. Toucher les 2 parties métalliques avec les mains provoque une vraie décharge dans le corps. Alors au lieu de court-circuiter les bornes de la bouteille, on peut aussi décharger cette bouteille dans une autre bouteille de Leiden. On retrouve la même étincelle. Alors encore aujourd'hui, ce phénomène d'électrisation amuse encore bien les foules, que ce soit le bisou esquimau électrisé ou la sorcière ébouriffée. Alors fondamentalement, comme Faraday, on peut se poser les 2 questions de l'époque. Alors à l'échelle microscopique d'abord, quelle est donc la nature de l'interaction entre les atomes? Et même à l'échelle macro, quelle est la nature du fluide de cette étincelle lumineuse? Est-ce une onde ou bien un corpuscule? On invoquait des fluides positifs et des fluides négatifs. Tout le monde y allait de son hypothèse. La réponse viendra des expériences de l'électrostatique. Alors à la fin des années 1800, Crookes voulut étudier comment les décharges électriques pouvaient être produites dans des gaz à basse pression. Il mit donc 2 électrodes métalliques dans un tube de verre scellé, où il a fait le vide, alors un vide d'une pression 1 million de fois plus petite que notre atmosphère. Et donc il électrise fortement la cathode, et il observe que l'enveloppe du verre du tube commençait à scintiller du côté de l'extrémité de l'anode. C'était la fluorescence du verre. Mais le plus important, c'est le fait d'observer l'ombre de l'anode, ici la croix de Malte. Alors cette croix noire, cela montrait la propagation d'un rayon droit de la cathode vers l'anode. C'est la découverte du rayon cathodique à l'origine des premiers écrans de télévision. Et ce rayon cathodique n'était pas visible dans le tube autrement que par la fluorescence sur les parois. Autre observation, ce rayon cathodique semblait être dévié lorsqu'on lui approche un aimant, alors que la lumière, elle, n'a pas cette sensibilité au champ magnétique. Mais de quoi était donc constitué ce rayon cathodique? La découverte la plus significative, on la doit au physicien anglais Thomson, à l'aide d'un tube cathodique. C'est une amélioration du tube de Crookes. Il produit un rayon cathodique avec une anode percée d'un trou.
Il observe que le faisceau est dévié et attiré par une plaque électrisée positivement. De même, le faisceau est repoussé loin de la charge négative. Il en déduisit que le rayon cathodique devait être chargé négativement. Alors Thomson varia la nature de la cathode avec différents métaux. Et quel que soit le métal utilisé, le faisceau était dévié de la même manière. Cela ne pouvait donc pas être un jet atomique spécifique du métal. Alors Thomson montra aussi que le rayon pouvait être dévié de manière identique avec un champ magnétique appliqué. Alors il fit des mesures précises des déviations du faisceau cathodique, suivant le champ magnétique et le champ électrique, et Thomson fit alors une hypothèse. Et si le rayon cathodique était constitué de particules? Dans cette hypothèse, il calcula le rapport charge sur masse des particules de ce rayon cathodique. Et il trouva une valeur qui devait être 2000 fois plus faible que l'élément le plus léger, l'hydrogène. Nous verrons l'origine de ces calculs lorsque nous traiterons le spectrogramme de masse. Donc si le rayon cathodique était constitué de corpuscules, ceux-ci étaient des éléments internes à l'atome, des particules subatomiques. Thomson émit alors un modèle, le modèle du pudding au raisin. Il savait que les atomes étaient électriquement neutres. Comme les corpuscules sont chargés négativement, il en déduisit qu'il devait y avoir une source positive à l'intérieur de l'atome pour compenser ces charges négatives. Il proposa alors donc le modèle dans lequel les corpuscules chargés négativement flottent dans une soupe diffuse de charges positives. Alors ce modèle est souvent appelé le modèle du pudding au raisin de l'atome en référence au célèbre gâteau de Noël des Anglais. Voilà, nous venons de montrer comment on a découvert que le fluide électrique était électrisé négativement. Il n'y a donc pas deux types de fluides, il n'y a pas de fluide positif. Les expériences du rayon cathodique nous montrent que le fluide électrique n'a pas le comportement classique de la lumière. Il serait, au conditionnel comme le suppose Thomson, composé de corpuscules subatomiques, mais encore faut-il démontrer expérimentalement cette nature discrète. Et c'est ce que va réussir Millikan, et nous allons le voir. Merci pour votre attention et à bientôt.